cas de l'année 1947. 3 juillet 1947, Arborseed, Maine, 14h30. Témoin, l'astronome John Cole de South Brooksville. Il a fait l'observation pendant 10-15 secondes de 10 objets très clairs, avec 2 formes foncées vers leur gauche, se déplaçant comme un essaim d'abeilles au nord-ouest. Un grondement fort a été entendu. 4 juillet 1947, au-dessus d'Amay, Idaho, 20h17. Témoin, capitaine J. Smith de United Airlines, le copilote Ralph Stevens, l'hôtesse de l'air Marty Morrow. Observation d'une durée de 12-15 minutes de 4 objets avec fond plat et des dessus mal définis se déplaçaient à des vitesses variables, avec l'un d'entre eux plus haut et à la droite des autres. 6 juillet 6194-7, Fairfield Suisan Air Base, Californie. Plein jour. Témoin, le capitaine de l'armée de l'air James Burniston et Madame James Burniston. Observation pendant 1 minute d'un objet n'ayant aucune aile ou dérive qui a tangué sur le côté par 3 fois et alors filé au loin très rapidement à la verticale vers le sud-est. 8 juillet 1947, Muroc Air Base, Californie. 21h30. Témoin, premier lieutenant Joseph M.C. Henry, T/Sergent Ruvolo, S/Sergent Nauman, Mademoiselle Janet Scott. Observation d'une durée non spécifiée de 2 objets en forme de disque ou sphérique argenté et d'apparence métallique volant en large cercle, l'un d'eux a ensuite volé en un cercle plus serré. Le 8 juillet 1947, série d'observations au-dessus de Muroc AFB et Roger Dry Lake, base secrète d'essai de l'Army Air Corps, en Californie. Le matin, 2 objets volants sphériques ont été rejoints par un 3e ovni. Une équipe de techniciens a vu un objet blanc aluminium avec un contour distinctement ovale distinct, se déplaçant contre le vent. L'après-midi, un mince ovni métallique s'est élevé, a plongé, puis oscillé au-dessus du terrain, également vu par un pilote d'essai dans les environs. Un pilote de F-51 a observé le passage d'un objet plat réfléchissant la lumière au-dessus de son avion. Aucun avion connu ne se trouvait dans le secteur. Voir ma page consacrée à ces événements, comprenant les témoignages déclassifiés. 9 juillet 1947, Méridian, Idaho, 12h17. Témoin, homme d'État de l'Idaho, éditeur d'aviation, ancien pilote de B-29 Dave Johnson. Observation pendant plus de 10 secondes depuis un avion AT-6 de l'Idaho Air National Guard. Un disque noir, qui s'est tenu contre les nuages, fit un demi-tonneau et se mit à s'élever en faisant des paliers comme s'il montait un escalier. 10 juillet 1947, Armonfield, Terre-Neuve, Canada, entre 15h et 17h heure locale. Témoin, 3 membres d'équipage au sol, y compris Monsieur Lady, de la compagnie aérienne Pan Am. Observation brève d'un objet translucide en forme de disque ou de roue volant très rapidement, laissant une traînée bleu foncé puis filant en laissant une trouée dans les nuages derrière lui. 29 juillet 1947, Hamilton Air Base, Californie, 14h50. Témoin, le capitaine William Riert, assistant des opérations de la base, ancien pilote en opération sur bombardier B-29. Observation d'une durée inconnue de 2 objets ronds, brillants et blancs avec des diamètres estimés de 15 à 25 pieds, volant à 3 ou 4 fois la vitesse apparente d'un P-80, à un avion qui était également visible à ce moment. L'un des objets a volé en ligne droite et régulière, l'autre virait de gauche à droite comme un chasseur d'escorte. Un rapport déclassifié concernant cet incident se trouve ici. Incident Army Air Force -1208 9 septembre 1947. Mémorandum pour l'officier responsable. Censuré Berkeley, en Californie, a été interviewé le 6 septembre 1947 à son lieu d'affectation, censuré Université de la Californie, au sujet des objets volants qu'il a rapporté avoir vus le 29 juillet tandis qu'il était avec censuré du 415e AFHU, RT. Censuré déclara en substance qu'il était premier lieutenant de réserve et que le 29 juillet 1947,
Peu de temps après midi, lui et Censuré avaient juste atterri après un vol de routine de formation quand Censuré a attiré son attention sur un objet volant non identifié qui suivait un P-80 volant à approximativement 250 milles par heure et en approche préliminaire à atterrissage au terrain de Hamilton. L'évaluation de Censuré, l'objet qu'il a vu suivre le P-80 a maintenu une vitesse de 3 à 4 fois celle de l'avion. Un moment plus tard, un deuxième objet est apparu et a volé d'une manière décrite comme quelque chose de semblable aux manœuvres d'un avion de chasse accompagnant des avions plus lourds, soit un mouvement de droite à gauche, au-dessus de l'objet d'abord aperçu. Censuré a déclaré que cette manœuvre s'est poursuivie jusqu'à ce que les objets aient été hors de vue. Il a estimé la durée comme approximativement 15 secondes, le cours comme approximativement 120 degrés. Censuré n'a pas pu estimer la taille des objets ni leur altitude réelle, bien qu'il ne n'ait pas pensé qu'il ait été au-delà de 6000 pieds. Censuré a décrit les objets comme étant blancs laiteux de couleur, et différents de tout avion de type conventionnel qu'il ait jamais vu. Une fois interrogé pour savoir s'il était familiarisé avec le flapéjac de la marine, Censuré a déclaré qu'il l'était, et qu'il était certain que les objets qu'il a rapporté avoir vus n'étaient pas de cette nature. Note de l'agent Censuré est un ancien officier de l'armée de l'air des États-Unis et un pilote de B-29 d'une expérience considérable. Censuré ne donne pas l'impression d'être le genre de personne qui imaginerait qu'il a vu des objets, et n'a pas le moindre désir apparent pour la publicité. Censuré est responsable de Censuré, Berkeley, Californie. Leslie Sièclebar, S/A, CKDC 4AF. 13 août 1947, Snack Rivet, 9h30 du matin. Témoin, A.C. Uri et ses deux fils. Une soucoupe volante bleu ciel file au fond du canyon où les témoins pêchaient. Elle suit les reliefs du terrain et la description est celle d'un engin structuré qui ne peut pas être un engin volant terrestre. Dossier sur ce cas. 3 septembre 1947, Oswego, Oregon, 12h15. Témoin, Madame Raymond Dupuis, sans doute, femme au foyer. Observation d'une durée inconnue de 12-15 objets circulaires, argentés qui volaient, sans que leur trajectoire soit précisée. Octobre 1947, Dodgeville, Wisconsin. Témoin, 11 civils anonymes. Observation pendant 1 heure d'un objet non décrit qui a volé en cercle dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. 14 octobre 1947, 11 minutes au NNE de Cave Creek, Arizona, 12 heures. Témoin, l'ancien pilote militaire J.L. Clark, le pilote civil Anderson, un troisième homme. Observation pendant 45 à 60 secondes d'un engin en forme d'aile volante de 3 pieds, qui assemblait de couleur noire contre les nuages blancs et rouges contre le ciel bleu, a volé directement à 380 milles par heure environ, à 8-10 000 pieds, du nord-ouest au sud-est. Bref discussion et commentaires. Non identifié en dit long et ne veut rien dire tout à la fois. L'aspect probablement le plus controversé de la recherche de l'armée de l'air américaine sur les ovnis était sa façon de gérer les cas individuellement. Le moyen par lequel un cas était classé comme identifié ou non identifié a sans aucun doute été ce qui a jeté le doute et la suspicion sur la validité du projet Blue Book et de ses conclusions. Pendant de nombreuses années, les adversaires les plus acharnés du projet Blue Book ont insisté sur le fait que les normes par lesquelles des cas ont été prétendument expliqués étaient excessivement non scientifiques. Le but de Blue Book, selon ceux qui le tiennent en basse estime, était de trouver une explication quelconque à chaque cas, indépendamment de la logique ou du bon sens. Les exemples de Blue Book indiquant un disque volant capable de manœuvres violentes étaient donc un avion, et l'on mettait sur le compte de défaut de fonctionnement un repérage radar embarrassant sans jamais réellement vérifier ce défaut de fonctionnement. La hâte avec laquelle les fonctionnaires de Blue Book se prononçaient sur des cas sans avoir fait aucune recherche appropriée est visible, bien que non prouvée. Mais si l'armée de l'air était si désireuse de marquer les cas comme identifiés, en dépit du manque de preuves à l'appui, c'est que ces quelques cas qu'il a marqués non identifiés ont vraisemblablement résisté à toute tentative d'appliquer une explication conventionnelle.
Et ainsi il se peut que ces cas soient vraiment non identifiables dans le vrai sens du terme. En effet, l'armée de l'air définit un cas comme non identifiable quand il contient apparemment toutes les données convenables nécessaires pour suggérer une hypothèse explicative, mais que la description de l'objet ou de son mouvement ne peut pas être corrélée avec aucun objet ou phénomène connu. Pour répondre à de tels critères, un rapport doit évidemment venir d'une source honorable, et il ne doit avoir aucune ressemblance avec avions, ballons, hélicoptères, engins spatiaux, oiseaux, nuages, étoiles, planètes, météores, comètes, phénomènes électriques, ou à toute autre chose connue pour fréquenter l'air, le ciel, ou l'espace proche. Malheureusement, l'armée de l'air n'a pas suivi scrupuleusement ses propres règles. Certains des cas non identifiables peuvent certainement être corrélés avec des objets ou des phénomènes connus. Mais la plupart d'entre eux ne le peuvent pas. D'ailleurs, plusieurs des prétendus cas identifiés ne peuvent pas honnêtement être ainsi qualifiés. Mais nous sommes principalement concernés ici par les seuls cas que le projet Blue Book admet ouvertement ne pas avoir pu expliquer. La quantité de détails dans ces cas varie énormément. Quelques cas fréquemment ceux qui ont reçu suffisamment de publicité sur le moment contiennent des informations considérables, alors que d'autres sont vagues et sérieusement inachevées. Le projet Blue Book a généralement accusé les témoins de ce manque de précision, mais il aurait dû reconnaître sa propre part de responsabilité. Dans des milliers de cas, il n'y a aucun questionnaire rempli dans les fichiers du projet, ni même la moindre indication qu'un questionnaire ait même été envoyé aux témoins. Et dans la plupart des exemples où un questionnaire a été complété, il n'y a eu aucune suite pour obtenir des réponses plus complètes aux questions que les témoins n'ont pas traitées correctement. Pendant une grande partie de la durée du projet, et de ses prédécesseurs, il n'y avait aucune enquête satisfaisante du tout. Et on a tellement mal organisé ceux utilisés pendant une période très longue que les témoins ne devraient pas être blâmés pour des réponses inachevées. Cependant, en dépit de tous ces accidents de parcours, beaucoup de rapports sont suffisamment complets pour que nous ayons un récit clair d'une expérience embarrassante. Avec ces données maintenant disponibles, n'importe qui peut étudier ces rapports non identifiés et se forger une opinion. Référence. Les résumés de cas ci-dessus sont essentiellement le résultat du travail de Don Berliner, qui a compilé une liste des non identifiés du projet Blue Book. En janvier 1974, il a visité les archives de l'armée de l'air des États-Unis alors à Maxwell AFB, Montgomery, Alabama, pour passer en revue les dossiers du projet Blue Book, comme la première étape vers l'écriture d'un livre sur le sujet. En une semaine de travail, il a lu tous les cas non expliqués dans les dossiers originaux et a pris ses notes, y compris les noms et toute autre information d'identification qui était donnée. La coopération du personnel des archives fut excellente, et aucune restriction n'a été mise en travers de son travail. Quelques mois plus tard, les dossiers ont été retirés de la vue du public afin d'être préparés pour le transfert aux Archives nationales à Washington. Ce processus a impliqué de tirer une copie Xerox de presque 30 classeurs de matériel, dans lesquels les noms et autres identifications de tous les témoins ont été biffés, le tout a été microfilmé. Les microfilms ont été à la disposition du public aux Archives nationales depuis 1976. Les dossiers originaux restent sous clé aux archives. À presque chaque page des dossiers de plus de 12 000 cas, il y a de grandes marques noires là où une information pourrait être employée pour contre-vérifier le travail controversé du projet Blue Book. Tout avait été censuré. Ceci inclut les noms des témoins de cas auxquels il a été donné beaucoup de publicité, et même des noms figurant dans les gros titres des journaux. Il était parfaitement légal pour Don Berliner de copier les noms des témoins quand il a visité les archives de l'armée de l'air. Ces noms peuvent être trouvés dans ce rapport de 585-13 manquants, cas non expliqués. Et depuis, le Privacy Act, qui a été le motif de la censure de ces noms par l'USAF à l'époque, ne s'applique plus aux journalistes ou à n'importe qui d'autre en dehors du gouvernement, ils peuvent donc être employés à la satisfaction du lecteur. Puisque le livre qu'il a projeté écrire n'a jamais progressé au-delà de l'étape de manuscrit, il a considéré qu'il n'y a aucune raison de garder cette information pour lui plus longtemps,
pensant que peut-être il encouragera d'autres à réexaminer des cas et à en faire connaître les résultats. C'est pourquoi j'ai publié ici tous les résumés de près de 600 cas, et publié leur traduction française pour les chercheurs en ufologie de langue française. Au fur et à mesure de mes recherches documentaires sur certains des cas, j'y ajoute les liens vers les pages de mon site qui sont en rapport avec ces cas.